Voilà, bonjour, on est le 17 septembre 2024, mardi 17 septembre 2024. La météo est, je veux dire, un petit peu nébuleuse. On va dire, ça c'est couvert et bon, la température a un petit peu chuté. On s'attend peut-être à des pluies, mais en tout cas, bon, à mon avis, je ne sais pas si on aura une belle journée aujourd'hui. Alors, cette vidéo va être consacrée toujours aux nombres complexes, mais le passage de forme, le passage de coordonnées rectangulaires dans un repère de Gauss aux coordonnées trigonométriques. Coordonnées trigonométriques, ben, c'est plutôt les coordonnées. C'est pas que de la trigonométrie parce qu'on n'a pas que des cosinus et sinus, on a aussi un rayon vecteur. Donc on va dire coordonnées polaires. Dans un repère polaire. Donc ici on va passer d'un repère dit de Gauss, qui est complexe, rectangulaire, à un repère polaire. Alors je vais faire le passage de l'un à l'autre. Les rectangulaires, vous les connaissez. Qu'est-ce que c'est que le rectangulaire? C'est un couple. Quel que soit le couple. Un petit problème informatique, je m'excuse. Quel que soit... Un petit problème ici, dans cette page. Je vais changer de page. Mauvaise initialisation dans cette page-ci. Ah, ça va déjà mieux. Il y a une mauvaise initialisation dans l'autre page, donc je vais changer ceci. Petit instant, c'est un petit problème informatique, hein, je m'excuse, qui va être résolu tout de suite. Voilà. Donc je disais, coordonnées rectangulaires, c'est quel que soit x, y appartenant à r carré. Je rappelle qu'un nombre complexe, c'est un espace vectoriel de dimension 2. Donc les réels c'est de dimension 1 et les complexes c'est de dimension 2. Donc on surélève la dimension de R vers C. On a x plus y j. Ben ça c'est le nombre complexe en forme rectangulaire. Et en forme polaire, c'est quel que soit ρ phi ou θ ou ce que vous voulez, oméga, appartenant aussi à R carré, le nombre complexe Z va s'indiquer par ρ 6 phi. Et ce qu'on demande, c'est le passage de coordonnées rectangulaires vers polaires. Et bien sûr, faire la transformation inverse. C'est une transformation, voilà, que voici, rectangulaire vers polaire. Donc, on va passer de coordonnées rectangulaires aux coordonnées polaires. Et inversement, on va passer du coordonnées polaire au rectangulaire. Alors, coordonnées rectangulaires, voici. Coordonnées polaires, voilà. Donc, je vais faire la transformation qui va vers les coordonnées rectangulaires vers polaires. Voilà, on va plutôt aller vers ce chemin-là. Et de l'autre côté, ben, on va aller de coordonnées polaires vers coordonnées
rectangulaire. Alors, pour trouver le chemin coordonné rectangulaire vers polaire, alors ceci peut s'écrire autrement. Hein. Je rappelle que Z ici c'est ρ cos phi plus J sin phi fois ρ. Donc si je distribue, le ρ il va se retrouver au niveau des deux termes. Le nombre complexe, l'imaginaire il est là. J ρ sinus phi. Alors, les passages, les formules de passage de l'un à l'autre, connaissant, alors je vais faire d'abord celui-là, passage coordonnées rectangulaires vers coordonnées polaires. On a, il faut trouver le ρ à partir de xy, donc le ρ c'est le module, c'est x carré plus y carré racine carrée. Voilà, ça c'est le module. Une fois que vous avez le module, il faut chercher l'arc qui est phi. Alors l'arc peut être donné de trois façons différentes. Arc tangent de x sur ρ, arc tangente. Je m'excuse, arc cosinus. Il y aura, vous pouvez, bon, donc là on a le x, là on a l'y, le phi il est là, et le ρ il est là, c'est un module. Donc x carré plus y carré racine carrée, c'est le module. Alors, pour avoir phi, c'est cosinus phi, c'est y sur x. Donc, arc cos x, cosinus phi, c'est y sur ρ. Y sur ρ. Donc, l'arc cosinus, pour avoir phi, c'est l'arc cosinus de y sur ρ. Sinon, sinus phi, c'est aussi x. Ouais, je m'excuse, je me suis trompé. Côté opposé, c'est. Ça, c'est le côté opposé. Y, c'est le côté opposé. Donc, c'est arc sinus de y sur ρ. La côté adjacent à phi, c'est x. Donc, c'est arc cosinus de x sur ρ. Mais vous pouvez aussi travailler avec la tangente sans faire intervenir le ρ. Alors, je vous rappelle que ρ, il faut faire un calcul préliminaire. Hein. Le ρ ici, il y a un calcul préliminaire. Donc, ce qui veut dire que quand vous appliquez cette formule arc sinus y, vous l'avez, puisque il est dans la forme rectangulaire. Les xy, vous l'avez. Simplement, le ρ, il faut le calculer. Donc, il faut un calcul intermédiaire. Alors, si vous ne voulez pas de calcul intermédiaire, il faut aller chercher l'arc tangente, puisque l'arc tangente, c'est directement le y. Donc, c'est côté opposé sur côté adjacent, c'est y sur x. Y sur x. Donc, vous avez trois possibilités de calculer l'angle phi. Mais le problème, il y en a deux qui posent un petit problème, parce qu'il faut faire un calcul intermédiaire. Il faut rechercher d'abord le module du nombre complexe. Donc, pour le mettre ici et là. Par contre, le troisième, il n'y a pas de module à calculer. Alors, je rappelle que arc tangente y sur x, y c'est l'arc tangente de la partie imaginaire de z sur la partie réelle de z. Hein. Attention à ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, bon, vous pouvez passer, vous pouvez avoir la transformation inverse, si vous le voulez, si vous le souhaitez. Alors, je vais faire la transformation inverse. Donc ça, c'est passage rectangulaire vers polaire. Et maintenant, je vais faire le passage de polaire vers rectangulaire. Donc, je vais faire le passage ici. Coordonnées polaires vers les coordonnées rectangulaires.
Alors, là, il suffit d'identifier. On sait bien que x plus yj, c'est z. Mais z, c'est aussi ρ cos phi plus j sinus phi. Et on identifie la partie réelle et la partie imaginaire. La partie réelle, c'est x égale ρ cosinus phi. Et y, c'est ρ sinus phi. Voilà. Et là, vous avez tout. Vous avez tout. Bon, je vais établir ça sur des petits exemples. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est la trigonométrie. C'est la trigonométrie. Bon, arc, normalement je dois marquer arc cosinus avec 2C. Mais bon, vous pouvez l'écrire avec un C. Arc cos direct. Bon, mais généralement, c'est vrai qu'il faut 2C. Sur GeoGebra, il faut 2C parce que c'est arc. Et puis, arc, cos. Donc il faut mettre 2C. Mais maintenant, si vous êtes habitué à le mettre avec un C, et que vous instaurez comme règle que Arcos est avec un C, rien ne vous empêche de mettre avec un C. Mais en vérité, c'est vrai que Arcos, il faut 2C. Voilà, donc ici, on a l'argument de arcsin qui est Y sur O, l'argument de Arcos qui est X sur O, et l'argument de arctangente qui est Y sur X. Donc ce qui veut dire qu'ici, il y a de la trigonométrie, et il faut faire très attention aux signes. Je dirais faire très attention aux signes, il faut toujours vérifier. Voilà, il faut toujours vérifier dans quel cadran qu'on est, voilà, et comment ça se passe. Il faut toujours vérifier, parce que bon, on n'est pas à l'abri d'une erreur de signe. Donc celui-ci, c'est le passage coordonné polaire à rectangulaire, et celui-ci, c'est le passage de polaire. Enfin, le premier, c'est le rectangulaire à polaire, et le second, c'est de polaire à rectangulaire. Voilà. Et donc ici, vous avez toutes les formules de passage. Et bien sûr, il faut bien mettre une séparation entre les deux. Il faut séparer. Bon, alors, ce qui veut dire que si je veux mettre la séparation à ce niveau-ci, on va plutôt faire ceci. Voilà. Donc en coordonnées polaires, je vous rappelle qu'il faut juste un axe d'origine qui est généralement l'axe des réels du zéro, c'est l'origine du 0 degré, l'arc 0. À partir de 0, vous créez voilà, un angle orienté soit dans ce sens-là ou ce sens-là. Alors par là, il est négatif. Hein. Le sens horlogique, il est négatif. Le sens anti-horlogique est positif. Le sens anti-horlogique, ce sens-là est positif. Donc ça veut dire ici, je viens de choisir un angle positif. Et puis, bon, vous prenez un rayon vecteur, voilà, qui est positif. Ρ est toujours positif. Bon, s'il est égal à 0, c'est que vous avez rien du tout. Vous avez un point. Vous avez un point. Voilà, donc ça c'est ρ. Et à partir de ça, ben, vous avez, enfin, quand ρ égale 0, vous avez l'origine. Et là, vous avez le vecteur z qui est affixe du point P. Voilà. Et z sera donné par ρ 6 phi. Voilà, ça c'est dans un repère polaire. Parce que dans un repère cartésien, rectangulaire, là vous avez la partie réelle de z, et là vous avez la partie imaginaire de z. Voilà, là bon, il suffit de composer un couple. Là vous aurez le couple x, y qui est le point P, et qui correspond au complexe z égale x plus yj.
Et Z est la fixe de P. Z est la fixe du point P. Z est la fixe du point P. C'est-à-dire P est le point représentatif du complexe Z. P est le point représentatif. Alors P c'est XY et le complexe c'est X plus YJ. Il ne faut pas confondre un point d'un complexe. Bon, ceci étant dit, j'en ai dit assez. On va aller sur GeoGebra et faire les 4 cadrans. On va voir les 4 cadrans. Bon. Alors, je vais mettre un complexe, bon, au travers A, ça c'est mon X, et mon B qui est mon Y, et formaliser mon complexe qui est A plus B, I. Voilà, il est au premier cadran. Premier cadran. Bon, premier cadran, ça pose pas trop de problèmes. On va voir ça tout de suite. Alors, je vais aller chercher le vecteur. Alors, je vais mettre d'abord l'origine, O égale 0, 0. Alors, sachez qu'il existe dans les machines à calculer une conversion rectangulaire vers polaire et de polaire vers rectangulaire. Alors, le vecteur, c'est OZ1. Alors, ça, c'est mon vecteur. La norme de ce vecteur de 97, voilà, ça c'est le ρ. Mon ρ, il vaut le ρ du vecteur, il vaut 2,97. C'est le module le module du vecteur, qui est la distance de O à Z1, si vous voulez. Ou si vous voulez, c'est la norme du vecteur Z1. C'est la norme du vecteur Z1. Alors, la norme, c'est aussi la norme de Z indice 1. Donc, c'est le module du vecteur OZ1, mais c'est aussi la norme du complexe Z1, mais c'est aussi la distance de O à Z1. Alors, je vous rappelle que ça, ici on est dans un plan de Gauss. Hein. Dans un plan de Gauss parce que j'ai mis un nombre complexe, c'est le plan de Gauss. Voilà, on a un plan de Gauss. Je rappelle que le plan de Gauss est muni, tout comme l'espace euclidien, est muni d'une distance. Voilà, c'est un espace métrique qui est muni d'une distance où la distance c'est Z1 moins Z2 en nombre complexe. Hein. Donc ici, si vous voulez une distance, je vous rappelle la distance usuelle dans R carré, dans voilà, un plan euclidien. Dans un plan euclidien, la distance est x moins y, voilà, qui est égal bien sûr à y moins x. Il suffit de faire l'écart. Bien sûr, ça c'est sur une droite. Hein. C'est sur une droite. Ici c'est sur une droite parce qu'il y a aussi la distance dans un plan. Oui, attention que ça c'est sur une droite. C'est sur une droite. Parce que si vous prenez dans un plan, bien sûr, c'est x moins x1, enfin x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1. Et le point M, c'est le point, c'est la distance du point A au point B. Point A, c'est x1, y1. Point B, c'est x2, y2. Alors, si vous voulez, dans l'espace, bon, ça, c'est la distance euclidienne dans un plan. Alors, ça, c'est la distance sur une droite. Mais dans les complexes, c'est un petit peu celle-ci qui ressort. On parle, voilà, de Z1 moins Z2, qui est égal à Z2 moins Z1. Voilà, c'est plus une distance usuelle sur R à travers d'une droite. Ouais, elle est plutôt vue comme celle d'une droite, la distance sur une droite. Alors dans R3, il suffit de rajouter x moins x1. Il faut x2 moins x1 plus y2 moins y1. Comme on a une cote en plus, on a l'abscisse l'ordonnée
et la cote. Donc il faut additionner, bien sûr. Attention que si j'oublie mon carré, bien sûr, carré, carré et Z2 moins Z1 qui... alors, x2 moins x1, c'est x1 moins x2 au carré. x2 moins x1 au carré est égal à x1 moins x2 au carré. C'est indépendant de signe. Si vous prenez l'opposé au carré, ça fait plus. Donc on aura une distance, c'est toujours positif. Donc x2 moins x1 au carré, c'est positif. Ça, c'est la différence prise au carré, donc elle sera positive. Y2 moins y1 sera positif, même si vous prenez y1 moins y2 qui est négatif par rapport à y2 moins y1. Mais si vous mettez au carré, mais ça reste positif. Et z2 moins z1, voilà, sera positif aussi. Donc c'est une somme de valeurs positives qui se retrouve dans une racine carrée. Donc on aura toujours une valeur positive dans la racine. Hein. Qu'on soit dans R carré ou dans R cube, ce sera toujours positif. Alors si on est dans R, on a des valeurs absolues. Valeur absolue, c'est d'office positif. Donc une distance, par définition, la condition nécessaire pour que voilà, une application soit éligible pour être une distance et que voilà, on ait la positivité de l'application. Bah, ici, c'est le cas. Bon, dans R, dans C et dans R carré. Et en plus de ça, il faut que les trois axiomes de celui de séparation de symétrie et de, comment on appelle ça, d'inégalité triangulaire où on peut avoir une égalité, soient respectés. Donc quand on a les trois axiomes, bien sûr on a une application définie, on puisse faire des calculs, notamment ici c'est la valeur absolue, l'autre c'est la racine carrée, voilà, on peut faire des calculs, parce que c'est une application, on peut faire des calculs, hein. Eh bien, je veux dire, et qui donne qu'un seul résultat, bien sûr, hein. Qui donne qu'un seul résultat possible, on ne peut pas en donner 36, eh bien, quand on a tout ça, on a une distance. Et la distance sur C, c'est Z1 moins Z2, ou si vous voulez, Z2 moins Z1, prise en module. Parce que Z1, Z2, c'est des complexes, c'est plus des valeurs absolues. On parle de valeurs absolues pour un nombre réel, on parle de, voilà, de modules pour des complexes. Bon, vous allez me dire, le traitement il est le même, oui, mais on ne joue pas avec les mêmes composants. D'un côté c'est un réel, de l'autre côté c'est un complexe. Alors je rappelle que les nombres complexes incluent les réels. Donc un réel est un complexe. Un réel est un complexe parce que le réel est inclus dans les nombres complexes. Mais le complexe n'est pas un réel. Attention à ça. Donc le réel est un complexe, c'est normal parce qu'il est inclus dans les nombres complexes. Mais le complexe n'est pas un réel. Le complexe n'est pas un réel. Alors, ceci étant dit, enfin, je dirais plutôt le réel. Ouais, je ne sais pas ce que je viens de raconter, mais le réel n'est pas un complexe. Voilà. On va dire le réel n'est pas un complexe. Le réel n'est pas un complexe, mais le complexe peut être réel. Voilà, le complexe peut être réel. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que les réels sont inclus dans les complexes, donc un complexe c'est aussi bien A plus BJ, avec, on peut avoir un nombre réel. Les réels, bon, nombres réels sont inclus dans les complexes. Donc tout réel est un complexe. Par contre, le réel, un réel pur, ne peut pas être entrepris comme un, ne peut pas être pris comme un complexe. Ouais, tout dépend comment on voit la chose. Hein. Si on voit que le réel est dans le complexe, dans l'ensemble des complexes, on peut dire que tous les réels sont des complexes. Mais voilà. Enfin bref, pour ne pas perdre de vue certaines choses, j'arrêterai là. On peut faire un amalgame assez facilement avec ça. Bon, ceci étant dit, on va revenir ici à nos moutons, c'est-à-dire ici, on est dans le premier cadran. Alors, je vous rappelle que je peux prendre soit la distance, soit la norme de U, soit la distance de A à Z1 ou la norme de Z1. Bon, je travaille avec la norme, hein, pourquoi pas. Des fois. Alors là, on aura... oui, il faut que je mette l'angle. Alors, pour l'angle, j'avais dit que l'origine se faisait par rapport à l'axe des X. Je prends l'angle A au Z1, voilà, qui vaut alpha. C'est l'angle là. L'origine des angles, c'est
l'axe des réels. Alors, on va bon, ici, je vais trouver la forme polaire. Rho. Donc le rho, c'est, je peux prendre CD ou E, c'est la même chose. Hein. Bon, je vais prendre la norme des fois le cosinus de l'angle alpha plus D fois I. I, c'est l'imaginaire, fois le sinus de l'angle alpha. Alors, voyons voir si les deux complexes sont égaux. Ben, on a 2,1, 2,1, 2,1, 2,1. C'est bon. Bon, vous voyez que ça, c'est valable pour tout le premier cadran. Vous voyez que c'est valable pour tout. Bon, je vais mettre. Comme ça, on peut voir le A plus BI qui est Z1. Voilà. Voilà. Z1, c'est A plus BI. Et l'autre, vous le voyez, en dernier, c'est Z2. On a Z1, Z2. Je vais les séparer. Alors, Z2, c'est la forme trigonométrique. Et Z1, c'est la forme. Ou Z2, c'est la forme polaire. Et Z1, c'est la forme rectangulaire. Bon. Donc, tant que je suis dans le premier cadran, bon. La même chose. Je passe au deuxième cadran. Moins 8 plus 5i. Moins 1,8 plus 5i. Moins 8. Donc, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien. Je vais continuer. Ça, c'est deuxième cadran. Troisième, ça suit. Ça suit. Donc, ouais, vous voyez bien que c'est bon. Maintenant, la transformation inverse, il faut faire attention. Si vous êtes premier, deuxième, troisième cadran, toujours vérifier les signes. Donc ici, ça se suit, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Ça se suit. Donc ce qui veut dire que l'angle, il est compris entre 0 et 360 degrés. Voilà, on va dire ça comme ça. À 2 capis près, bien sûr. À 2 capis près. Mais en tout cas, vous devez prendre les angles là pour que tout soit correct. C'est l'origine des angles. J'ai un décalage d'origine, je sais pas pourquoi. L'origine était décalée, je sais pas pourquoi. Ouais, l'origine était en 0,0. Je sais pas, il y a eu un décalage d'origine ici. Ouais, c'est plutôt là. Donc vous voyez, tout est bon. Hein. Là, il n'y a pas trop de problème. Bon, du moment que vous prenez le cosinus au bon endroit, enfin l'angle, je m'excuse, l'angle au bon endroit, vous avez la transformation rectangulaire polaire. Voilà, on a la transformation rectangulaire polaire. Voilà, donc ça c'est la transformation. Je viens de faire la transformation rectangulaire polaire. J'avais XY. J'avais XY.
Oui, attention qu'ici, je me trompe là. Z, c'est rectangulaire. Ici, j'ai fait une petite erreur. Coordonnées rectangulaires. Oui, oui. Donc là-bas, je cherchais XY. Ici, en fait, je n'ai fait aucune transformation. Quand on regarde bien, j'ai fait aucune transformation. J'ai juste écrit la forme rectangulaire et la forme polaire. Voilà. Je n'ai fait que ça, en fait. Je n'ai fait aucune transformation. Ouais, parce que j'ai juste écrit la forme rectangulaire et la forme polaire. Voilà. Et c'est maintenant que je vais faire la transformation. Bon, maintenant, je vais faire la transformation. Voilà. Donc ça, c'est... vous voyez bien que c'est l'écriture polaire et rectangulaire. Bon, maintenant, je vais tout effacer et je vais faire la transformation. Alors, quelle transformation que je vais faire? D'abord, je vais faire la... Je vais chercher le XY, connaissant rho cos alpha, rho sinus alpha. Donc, je vais faire la transformation coordonnées polaires vers coordonnées rectangulaires. Donc, on donne un complexe. Donc on me donne l'origine. Voilà. Et on va donner un complexe de modules donnés. Voilà. Et d'angles donnés. Voilà. Alors, je vais mettre un point. Voilà. Et je construis l'angle alpha. Sens anti-horaire. Et je vais chercher alpha. Voilà. De manière à ce que alpha, je puisse le faire varier. Voilà. Maintenant, je vais chercher un cercle. Donc, je vais chercher la droite OA'. Le cercle central origine, x carré plus y carré égale d carré. Voilà. Et là, je mesure bien d. Donc, l'intersection entre cette droite et ceci, voilà, je retire un, c'est le B, garde le C, et ça c'est le nombre complexe. Le nombre complexe, il est là. Donc, le C. Alors maintenant, je vais faire la transformation en coordonnées rectangulaires, parce que ici, il est en polaire. Hein. Le rectangulaire, c'est x égale rho cos phi et rho sin phi pour y. Donc, il suffit d'écrire x égale rho cos phi. Donc, rho ici c'est d. Donc, d cos ici phi c'est alpha.
plus I sinus alpha. Alors, je vais chercher la coordonnée. Segment. Bon, ici, je vais faire une petite construction. Droite perpendiculaire. C'est juste une construction, vous allez voir pourquoi. Droite perpendiculaire à ceci, passant par le point là. Droite perpendiculaire à ceci, passant par le point là. Chercher l'intersection. Voilà. Je construis le segment ZD1. Et Z1E. Voilà. Alors je vais retirer les droites. La perpendiculaire. La perpendiculaire. Ah. Ici, c'est pas le bon point. Un petit problème, j'ai un petit problème. Parce que Z1 est détaché. Ah ouais, parce que j'ai oublié de multiplier par D. Parce qu'il est détaché de C. C'est parce que j'ai oublié de multiplier par D. Voilà, là il est bon. Donc Z1 à la fixe de C. C'est-à-dire que c'est la coordonnée, et Z1 est le nombre complexe. Eh bien, on va regarder si... Donc ça c'est premier et deuxième cadran, tout est bon. Ça c'est troisième. Voilà, là on a le deuxième, donc tout est bon. On a l'égalité des nombres complexes. On a l'égalité des nombres complexes. Ok, c'est une variation d'arc et une variation de module. Vous voyez que le complexe, c'est toujours la même chose. La forme trigonométrique est égale à la forme polaire. Donc c'est bien la conversion elle est bonne. Bon, maintenant, ça c'est la conversion. De polaire vers rectangulaire. Maintenant, voyons voir l'autre. Donc celui-ci, il est fait. Maintenant, je vais voir avec les arcs sinus. Il faut faire très attention à ça. Donc je vais recommencer le tout maintenant. Maintenant, on donne XY. Et il faut chercher D alpha. Alors, je vais prendre un nombre complexe en rectangulaire. Alors, plus BI. Voilà. Alors je vais chercher son module, bon ça il sera bon, c'est pas un problème.
c'est la racine carrée de, je vais l'appeler D, qui sera le module, comme tout à l'heure, je vais l'appeler D, multiplié par, enfin, est égal voilà, le module il vaut 3,78, donc je peux le dessiner sur un cercle. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors je vais mettre l'origine. O égale 0, 0. On va mettre le vecteur au Z1. Je fais toujours la même blague. Maintenant, il ne me remet plus. Il ne me remet plus le clavier. Alors voilà. Alors là, il me l'a fait ressortir. Il faut que je rentre dedans. Il faut faire très attention ici quand on fait la codage parce que il bouge certaines choses. Bon voilà, aux états il est là. Donc ça veut dire que le module je l'ai. Alors je vais chercher l'angle. L'angle je peux l'avoir soit avec. Alors normalement l'angle il est là. Je devrais trouver. Je vais mettre un point. Et c'est là que je vais vous dire de faire très attention quand on cherche de rectangulaire vers polaire. Normalement, l'angle il est là. C'est par rapport. Alors, donc on doit trouver cet angle qui est ici. 57. À l'unité près, arrondi à l'unité près, c'est 57. Voilà, à une décimale, arrondi à une décimale, c'est 57,7. Arrondi à deux décimales, c'est 57,53. Bon, alors maintenant, si je prends l'arc sinus, je prends l'arc sinus, arc cosinus, les trois me donnent phi. Et c'est ça que je vais regarder. Parce qu'il faut faire attention aux signes, c'est ça, c'est surtout ça. Donc, arc sinus de YCB sur ρ qui est D. Là, pour l'instant, je les ai. Alors, arc cosinus de X sur D, c'est A, enfin A de X sur ρ, A sur D, je les ai. Et le dernier, c'est l'arc tangente de Y sur X, c'est-à-dire partie imaginaire sur partie réelle, B sur A. Bon, au premier cadran, tout va bien. Alors les curseurs, je vais les faire apparaître ici. Pour pouvoir les modifier et voir ce qu'il en est. Voilà, il faut avoir un œil sur bêta, gamma, delta.
Bon, premier cadran, tout est bon. Et voilà que le second cadran se passe, les angles ne sont plus les mêmes. Les angles sont plus les mêmes. Je dois avoir 104. Donc c'est ça que je vous disais, il faut faire très attention. Le seul qui donne 104 ici, c'est l'Arcos. Parce que vous voyez que le moins 75, c'est un angle, voilà. Ici, deuxième cadran, c'est l'Arcos qui donne la bonne valeur. Donc, premier cadran, tous les trois donnent la bonne valeur. Bon, bien sûr, on sait avoir les autres. Hein. Vous faites 180 moins 104. Vous savez avoir les deux autres. Voilà. Ici, le cosinus donne la bonne valeur. Donc, cadran 2, sans faire de calcul de complément, enfin de supplément, je m'excuse, de supplément, sans faire de calcul de supplément, le seul qui donne la bonne valeur, c'est... Donc, premier cadran, tous les trois donnent la bonne valeur. Donc, ici, je vais l'indiquer. Donc c'est bêta, gamma, delta. Bêta, gamma, delta. Je sais pas ce qu'il est. On a c'est cela. Mais bêta, gamma, delta. Donne les bonnes valeurs. Dans le premier cadran. Donc là, premier cadran, que vous prenez arcsine, arcos, arctangente, c'est bon. Il n'y a pas de calcul de supplément, de complément à faire, ou voilà, d'opposé, rien à faire. Bon, maintenant, je vous ai dit que cadran numéro 2, là, c'est qui donne la bonne valeur? C'est le gamma donne la bonne valeur. Donc c'est l'Arcos. Sinon, il faut faire un calcul de supplément. Et vous voyez que voilà, 180 moins 119, vous allez avoir 60,4 et l'arc tangente va donner un négatif. Voilà. Donc ici, le seul qui donne la bonne valeur, la vraie valeur sans faire de calcul, hein, parce que les autres on se les trouver. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait faire très attention à ça. Je vais mettre un curseur ici. Enfin, je m'excuse, c'est pas un curseur, c'est du texte. La seule bonne valeur cadran 2, c'est l'Arcos. Donc Arcos c'est gamma. Dans le cadran 2, dans le second cadran. Parce qu'ici, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, j'ai raté mon coup. C'était gamma. Gamma donne la bonne valeur dans le cadran 2. Bon, c'est pour ça qu'il faut vérifier, hein. Sinon vous devez faire des calculs de suppléments, etc. Attention à vos signes, je dirais attention à vos signes.
Il faut toujours vérifier, dessiner le cercle et regarder par rapport à ce que vous obtenez comme résultat. Là, il faut vous êtes obligé voilà, de vérifier. Alors maintenant, on va aller dans le cadran numéro 3. Voilà. Qu'est-ce qui donne la bonne réponse? 215, c'est aucun. C'est aucun. Mais ce sera 180 plus 35 si vous voulez. Ah, c'est 180 plus 35 13. Donc là, il faut aller chercher dans le cadran 3, c'est le supplément de delta. Je m'excuse, c'est l'anti-supplémentaire. Donc il faudra faire 180 plus delta. Cadran 3, c'est 180 plus delta. Donc c'est l'arc tangente, voilà, qui est bonne, mais à 180 degrés près. Donc c'est delta plus 180. Voilà. Donc il y en a un, c'est l'Arcos qui est valable directement, hein, sans faire de calcul de supplément ou quoi. C'est dans le cadran 2. Dans le cadran 1, ils sont tous valables. Il n'y a pas de calcul à faire par rapport à un complément, supplément, supplémentaire opposé. Mais ici, dans le cadran numéro 3, c'est la tangente, mais il faut additionner voilà, le supplémentaire. Bon, et voyons voir le cadran numéro 4. Donc le X, il est positif et le Y est négatif. « 306. Voilà, et là, il n'y en a aucun qui fait 306. Ben, il faut rajouter l'opposé à la tangente. Donc on peut tout calculer par rapport à la tangente. Alors si je calcule par rapport à la tangente, donc ici c'est... Ici c'est, on va dire, c'est l'opposé de l'arc sinus. C'est l'opposé de l'arc tangente. Voilà, et pour l'arc cos, il faut prendre l'opposé, qui est moins 53,43. Voilà, si je prends l'opposé, et puis additionner à 360. Donc 360 moins 53. Alors vous faites 360 plus bêta ou plus delta. Voilà, bêta c'est en arc sinus, et delta c'est en arc cosinus. Alors, ici je vais l'écrire. Ce sera... Ah non, c'est pas un curseur, c'est du texte. 360 plus l'arc tangente, je vais mettre delta. Donc je travaille par rapport à l'arc tangente. Là, ça c'est dans le quatrième cadran. Voilà, alors donc ce qui veut dire qu'ici, cadran numéro 4, 360 plus delta. Comme ici je travaille par rapport à delta, c'est mieux d'indiquer tout par rapport à delta. À gamma, delta, ouais c'est delta. Donc il vaut mieux indiquer tout par rapport à delta. Donc si je vais dans le deuxième cadran, alors le X il est négatif. Voilà, et le Y il est positif. Donc le A est négatif et le B est positif. Pour avoir une valeur dans le quatrième cadran. Et là, vous voyez que là il suffit de faire. Si je travaille par rapport à delta, il faut faire 180 moins delta.
plus 180, delta étant négatif, c'est 180 plus delta. Delta étant négatif, donc c'est 180 plus delta. Voilà, 180 plus delta. Voilà. Je vais aller ici. Là, le delta, il est positif. Donc, j'ai 180 plus delta aussi. Parce qu'on aura 180 plus 32. Voilà ce qui fait 212. Et si on est dans cadran numéro 4, X, le A étant positif, le B est négatif. Là, on a moins 38. On fait 360 moins 38. Voilà. Et là, par rapport, ça, c'est par rapport à l'arc tangente. Voilà. J'ai travaillé beaucoup par rapport à l'arc tangente. Donc, là, je l'ai indiqué, cadran 3 par rapport à l'arc tangente. Cadran 4 par rapport à l'arc tangente. Cadran 1 par rapport à l'arc sinus, arc cosinus, arc tangente, c'est la même chose. De toute façon, ici, il n'y a rien à calculer. Vous avez directement les valeurs, elles sont les mêmes pour les trois. Et le cadran numéro 2, c'est aussi par rapport à l'arc tangente. Donc 180 plus de delta, delta étant la valeur de l'arc tangente, mais le delta sera négatif dans le deuxième cadran. Il sera négatif dans le deuxième cadran et quatrième cadran, parce qu'une tangente, c'est négatif dans le deuxième et quatrième. Voilà. Et c'est positif dans le premier et le troisième. Donc vous voyez, quand vous manipulez la conversion, rectangulaire vers polaire, comme vous avez le phi qui peut être donné par trois valeurs trigonométriques inverses, ou trois valeurs trigonométriques réciproques, il faut faire très attention. Donc j'indiquerai ici, donc ici je vais enlever ceci. Là, je marque une remarque pertinente. Attention à vos signes. Attention à l'arc. Parce que parfois, il faut faire des calculs de supplémentaires, d'anti-supplémentaires pour avoir le bon arc. Parce que je vous rappelle que l'arc est défini par rapport au 0 degré qui est l'axe réel. Attention à l'arc. Attention à l'arc par rapport à l'origine des arcs. C'est-à-dire que si vous prenez l'arc sinus, il faudra tenir en compte. Bon, dans le premier cadran, il n'y a pas de problème. Pour les trois, il n'y a pas de problème, je vous l'ai dit. Pour le premier cadran, pour que vous preniez arc sin, arc cos, arc tangente, pour les trois, pour le premier cadran, ils sont tous valables. Mais pour le deuxième, troisième, quatrième cadran, il faut faire très attention. Il faut réadapter la situation par rapport à un calcul de supplémentaire, d'anti-supplémentaire, voire d'opposé. Voilà. Et donc moi ici, je l'ai fait par rapport à l'arc tangente. Donc ceci ne se fait pas, je veux dire, de manière systématique, on va dire. C'est pas systématique. Donc il y a une petite réflexion à faire avant de savoir. Il suffit pas de calculer le résultat et de le taper et de se dire bon, ça y est, c'est ça, c'est ça. Non, ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. Parce que si c'était aussi facile que ça, bon, on aurait. Bon, les calculs sur les complexes seraient assez aisés. Une fois qu'on calcule arc sinus, arc cosinus, arc tangente, on met la réponse. Non, ça va pas comme ça. Il y a une réflexion à faire et de voir si vous êtes dans un des cadrans qui pose problème, c'est-à-dire le 2, 3, 4, et de recalculer soit un supplémentaire, anti-supplémentaire ou un opposé. Donc il faut s'adapter par rapport à l'origine des arcs. Hein. C'est surtout ça. Si l'angle est dans le deuxième cadran,
il faut s'adapter par rapport à l'origine des arcs. Donc si l'arc sinus vous donne, par exemple, j'invente 36 degrés, il faut réadapter pour que vous soyez, le 36 degrés correspond à un arc du second cadran. Voilà. Voilà, c'est parce que... donc c'est pour ça qu'il faut vérifier ça. Ça nécessite une attention, une très grosse attention. Parce que le fait de calculer et faire n'importe quoi ramène des résultats n'importe quoi, vous n'aurez pas bon. Donc il faut toujours vérifier. Dès le moment où vous avez... Bon, pour le problème polaire, transformation polaire vers rectangulaire, vous n'avez pas ce problème-là. Je l'ai vu tout à l'heure, vous n'avez pas ce problème-là. Ce problème-là intervient quand vous avez les arcs sinus, arcs cosinus, arcs tangentes. Bon, voilà, là, il faut savoir dans quel cadran qu'on est pour réadapter par rapport à l'origine des arcs. Pour réadapter par rapport à l'origine des arcs, qui est l'axe des réels. L'origine des axes étant l'axe des réels. Parce que le problème de l'arc sinus, arc cosinus, arc tangente, ils vont vous donner des origines d'arcs qui ne sont pas forcément celui de l'origine des arcs qui est le réel. Ils vous donnent une autre origine et donc forcément un autre angle. Mais on sait le trouver par rapport à l'origine des arcs qui est l'axe réel. On sait le trouver en faisant un calcul de supplément, d'anti-supplémentaire ou d'opposé. Donc, attention à ça. Je mettrai un... C'est ça qu'il faut faire très attention quand vous faites une conversion rectangulaire vers polaire. Toujours vérifier. Je vais l'indiquer ici. Petit instant. Alors, il faut toujours vérifier parce que si vous voulez pas de problème, je veux dire, d'erreur, vous voulez pas une erreur, ben, il faut appliquer ce que je viens de dire ici, parce que sinon, ça peut entraîner des erreurs. Alors, il suffit pas de calculer, de se dire, ouais, c'est bon, j'ai le résultat, je suis tranquille. Le but, c'est pas avoir une tranquillité, c'est d'avoir un résultat bon. C'est pas de se dire, ouais, j'ai mis quelque chose, le professeur, il regardera. Voilà, parce que si maintenant, en mathématiques, je vous rappelle que hum, euh, on calcule rarement un résultat. Hein. En mathématiques, comme dans beaucoup de domaines, on a un résultat qui va être voilà, repris pour calculer autre chose. Donc on va avoir une succession de calculs, et toute cette succession de calculs doit être bonne.
C'est-à-dire que la première valeur, si vous l'avez, doit être bonne. La seconde que vous avez calculée doit être bonne. Tout doit être bon. En mathématiques, tout doit être bon pour arriver à un résultat final qui est bon. Alors, maintenant, j'ai toujours dit, on peut se tromper. Hein. Si on se trompe, on cherche l'erreur. C'est pas un problème. On peut, comme en informatique, débugger. En informatique, bon, qu'est-ce qui se passe quand vous faites du codage? Il y a un bug. Ben, il faut trouver le bug. Qu'est-ce qui pose le problème de bug? Bon, maintenant, ça peut être plusieurs bugs. En mathématiques, on peut avoir plusieurs erreurs. C'est la même chose. En informatique, on peut avoir plusieurs bugs. Et il faut débugger, je veux dire, étape par étape. Alors, bon, l'informatique, ce qui est bien, c'est que on a, voilà, les systèmes de programmation permettent, voilà, il y a de l'aide dans le débogage. On sait faire beaucoup de choses. On sait les applications qui permettent de faire de la programmation possèdent, voilà, des artifices, des programmes de débogage. Et c'est ça qui peut aider l'informaticien à s'en sortir. Si un programme est long, alors bien sûr, quand un programme est long, qui se fait par plusieurs personnes, on parle de programme modulaire. Chacun fait son module et on interconnecte les modules. Voilà, on interconnecte les modules pour avoir des programmes modulaires fonctionnels. Donc c'est comme si quelqu'un faisait la roue, l'autre il faisait le moteur, l'autre il faisait voilà, le volant, et tout le monde met son grain de sel, et voilà, on a une voiture. Et donc on a des programmes modulaires. C'est-à-dire que la programmation de la roue va se faire par une personne, programmation du volant par une autre personne, mais le tout peut interconnecter, pour autant que, je veux dire, ça se fasse correctement au niveau de la programmation. Les paramètres, voilà, les entrées de fonction, etc., les entrées de fonction, avec un nombre de paramètres bien précis, l'interconnexion doit se faire correctement, par des appels, par exemple, voilà, de paramètres qui se correspondent, bien sûr, hein, qui se correspondent. Et donc, on peut déboguer en informatique assez aisément via ce qu'on appelle un programme, des programmes qui sont dans l'applicatif de programmation qui permettent de faire du débogage. Il y a plusieurs outils, comme ça, on peut trouver les erreurs de programmation. Eh bien, en mathématiques, c'est vous qui devez faire le travail. Vous devez débugger où est l'erreur. Donc, l'erreur est permise, pour autant que vous la retrouvez. Bon, maintenant, dans un examen, le problème, c'est que l'erreur, pour la rechercher, il faut prendre du temps. Si vous la trouvez tout de suite, tant mieux. Si vous la cherchez pendant un certain temps, c'est embêtant parce que le temps passe. Et là, le stress peut... Il y a un paramètre psychologique qui peut intervenir, c'est le stress. C'est le stress parce que vous vous dites, bon, je n'ai encore rien fait dans l'examen, me voilà à rechercher une erreur et qui me prend du temps, et voilà, et qui me bousille mon examen. Bah oui, bon, ça arrive à beaucoup de gens, ça arrive à tout le monde, ce genre de truc-là. On essaie de chercher une erreur, le temps passe, et puis après, professeur il vient chercher les feuilles, on n'a rien fait parce qu'on est en train de chercher une erreur, on a passé son temps à chercher une erreur. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive pour tout le monde a eu ce cas-là. Donc quand c'est comme ça, bien sûr, il faut passer à autre chose. Hein. Vous faites un autre exercice, il ne faut pas se cantonner à chercher une erreur qui vous prend tout votre temps et qui vous empêche de faire d'autres exercices. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, tout ce que je peux vous dire ici, voilà. Si je passe mon temps à dire qu'il faut faire attention, c'est pas pour une certaine raison. C'est parce qu'il faut faire vraiment attention. C'est pour ceux qui ont des examens à passer ou des interrogations à passer, qu'ils ont un genre de calcul avec ça, eh bien, qu'ils fassent très attention, comme je l'ai dit, attention à l'arc par rapport à l'origine des arcs, et toujours vérifier l'arc calculé par rapport à celui des origines des arcs quitte à dessiner, voilà, sur un plan de Gauss. Pour vous, voilà, bien vous vérifier, pour avoir les résultats qui sont bons. Parce qu'une erreur, ça arrive vite. Voilà, je peux vous le dire, ça arrive vite. On ne se contente pas des résultats qu'on a, il faut parfois faire des calculs de suppléments, d'anti-supplémentaires, d'opposés. Et je vous le dis, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça là. C'est tout le monde qui... Tous ceux qui feront des calculs sur ça, ben, feront la même démarche. Donc c'est pas une question de faire un calcul par la machine et de poser la réponse telle quelle. Non, ça va pas comme ça. Il faut vérifier. Je vous remercie.